Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2017. Le titre du jour est l'attentisme prévaut. En effet, les indices sont d'un certain ennui. Nous sommes sur la 13e séance consécutive de latéralisation du DAX et cela fait bientôt 6 semaines que le Standard & Poor's, l'indice directeur américain, n'est pas sorti d'un range de 1,5% de volatilité. C'est arrivé une dizaine de fois ces 100 dernières années. Donc voilà, un attentisme qui s'explique tout simplement parce que nous avons des grands rendez-vous en cette fin de semaine. Et rappelons que nous sommes tout de même en début d'année 2017. On a eu un mouvement assez puissant pendant 3 mois après l'élection de Donald Trump, puis les indices se sont stabilisés sur leur plus haut. Et on attend qui vendredi? Eh bien, c'est Donald Trump. Ce sera son investiture et le discours sera attendu par tous les opérateurs. On devrait avoir de la volatilité sur les taux US, sur le dollar. Ça engendrera des mouvements sur les taux, sur les indices, sur le forex. Et j'espère que cela nous donnera des signaux clairs et des tendances pour la suite. Concernant les monnaies, c'est toujours aussi brouillon, de la volatilité. Un jour, le dollar est sous pression à cause de commentaires de Donald Trump. Le lendemain, il se reprend vivement car les statistiques sont toujours très bonnes aux États-Unis et pour la plupart supérieures au consensus. Donc sur les monnaies, ce n'est pas très clair. Et puis sur les matières premières, on va le voir, c'est pareil, de la volatilité dans des ranges, notamment sur le pétrole. Quant à l'or, l'or reste ancré toujours dans son processus de rebond technique. Donc voilà, bienvenue à tous pour ce point d'après-midi. Nous allons voir ensemble tout cela. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route. Je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant de rentrer plus dans les détails, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note et vous pouvez, comme d'habitude, me poser des questions avec les fonctions de chat ou de questions-réponses en haut de votre écran. Dans cette émission, nous verrons les derniers mouvements intraday, ce qu'il se passe également sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités et le palmarès actions aux États-Unis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant et j'y répondrai tout au long de cette émission et à la fin si j'en ai oublié une. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500, le Standard & Poor's 500, l'indice directeur américain ouvre stable. Il est à 2268 points. Il est toujours bloqué dans un range. Il est à seulement 0,4% de ses records. Il ne faudrait pas grand-chose pour relancer la dynamique haussière, casser des résistances et faire perdurer la tendance haussière. Mais comme je vous le disais en introduction, les opérateurs sont dubitatifs. Les résultats d'entreprises américaines sont globalement bons, mais les investisseurs en profitent pour prendre des bénéfices, notamment sur les bancaires américaines qui ont jusqu'ici tiré la hausse et qui là sont sous le joug de prise de bénéfices. Alors on me posait la question, on me disait mais pourquoi est-ce que les banques américaines baissent alors que les résultats sont bons? Eh bien rappelez-vous du fameux adage buy the rumor, sell the news, c'est-à-dire on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Un titre comme Goldman Sachs a gagné jusqu'à 38% depuis le 9 novembre dernier, date d'élection de Donald Trump. Il est donc légitime que les opérateurs, une fois ces bons résultats publiés, prennent un petit peu de bénéfices si tel était leur plan. En Europe, c'est toujours ici aussi de l'incertitude, de l'attentisme. Le DAX tient parfaitement les 11 530 points. Hier, il s'est fait une frayeur en séance pour aller chercher les 11 420-430 points support journalier clé. Il n'a pas fallu plus de quelques heures avant que les acheteurs reprennent la main et qu'on clôture au-dessus des 11 530 points. Donc, tendance haussière toujours intacte, support validé, les acheteurs sont présents. Et on reste néanmoins dans des ranges depuis 12 séances, donc on attendra une sortie claire en clôture et voilà, on ne se fera pas de frayeur, tout simplement comme hier quand le DAX perd 1%, qu'il revient sur un support journalier et qu'il les regagne en quelques heures. Le pétrole retrouve les 51,4 $. Il est sous les pressions, il perd près de 2%. Il est sur un pivot clé de moyen terme puisque les 51,4 $, vous le savez, ce sont les anciens plus hauts du mois de juillet et du mois d'octobre que l'on avait dépassés en fin d'année. Pourquoi est-ce que le dollar recule? Eh bien, tout simplement parce que l'OPEP a bel et bien abaissé sa production, mais moins qu'attendu. Et également aux États-Unis, avec un baril de pétrole au-dessus des $50, eh bien, on a des producteurs de pétrole et de gaz de schiste qui reprennent
reprennent leurs activités. Vous avez donc des stocks de pétrole qui sont toujours historiquement élevés. Vous avez des producteurs de pétrole qui vous disaient qu'ils allaient moins produire et qui produisent un peu plus que ce qu'on attendait. Vous avez des Américains qui reprennent la production. Il ne serait donc pas étonnant, et là je vous parle de moyen terme, que le marché pétrolier soit de nouveau inondé par les stocks, par l'abondance d'offres, et attention à cela, car à moyen terme, si tel devait être le cas, cela pèserait bien évidemment sur les prix. On notera donc, comme je vous le disais, un rebond technique du dollar index. Le dollar index, je vous avais indiqué un support majeur sur les 100 points. C'est un seuil psychologique clé travaillé au mois de décembre dernier. On s'est approché de ce seuil et on a vivement réagi à la hausse. D'ailleurs, sur la paire USD-Yen, je vous avais dit la semaine dernière qu'on pouvait potentiellement surveiller les 102,40, 112,40, on s'est arrêté 20 pips au-dessus. Donc là, la question est complexe et on aura la réponse avec Donald Trump. La question est de savoir si on a fait un point bas hier, on a presque touché le support clé des 100 points et puis on est reparti aujourd'hui à la hausse. Et si dans les séances à venir et puis vendredi avec Donald Trump on repartait à la hausse, ce serait effectivement un point bas. Ou est-ce qu'on va revenir chercher cette zone des 100 points pour la travailler une bonne fois pour toutes? C'est assez complexe, il est inconcevable de répondre puisque je n'ai pas en main le discours de Donald Trump à venir. Concernant les paires euro-dollar, GBP-USD, on a touché des résistances hier. Mais va-t-on se retourner, repartir à la baisse, ou est-ce que ces résistances vont céder? Tout dépendra du dollar et le dollar dépendra de Trump. Et vous connaissez la volatilité de l'humeur de Donald Trump et de ses discours, donc je préfère là-dessus ne pas être sûr de quoi que ce soit. L'euro-dollar s'est arrêté à 1,0720 hier sous sa résistance des 1,0750. La livre s'est arrêtée à 1,24 sous sa résistance à 1,2420. On se replie ce jour puisque le dollar a repris un peu de poil de la bête suite à la publication de bons chiffres économiques. Est-ce que le dollar va se reprendre très clairement, auquel cas on a fait des points hauts sur l'euro et la livre hier, ou est-ce que ce sera l'inverse? Là, difficile de répondre en l'état. Sur l'or, c'est un petit peu plus clair, car contrairement à l'euro et au dollar et à la livre qui sont entre des tendances court terme baissières et une envie de grimper, sur l'or, on est bel et bien dans une tendance haussière depuis 4 semaines. Depuis le début d'année, les acheteurs ont la main, on est au-dessus des 1205 $, on est à 1214, et ce que je vous disais donc, c'est que les 1205 $, anciennes résistances, deviennent support sur l'or. Donc je ne sais pas si la hausse va continuer, si tel devait être le cas, 1230 est le prochain objectif technique. Quant à la baisse, parler de baisse de l'or, ce serait possible si on cassait l'oblique de soutien. L'oblique de soutien de la tendance haussière en place depuis 4 semaines, elle est conjuguée au seuil horizontal des 1205, donc c'est le pivot clé à suivre. Concernant le blé, on a vu donc que le blé avait cassé les 397, il avait accéléré vers les 412 cents, il les a dépassés, il est à 418, 420. On a frôlé hier les 424, c'est une résistance. Au-dessus, on a les 430 puis les 440. Le support, lui, remonte de 397 cents à 410 cents, puisque au fur et à mesure de la hausse, les anciennes résistances deviennent théoriquement support. On avait vu hier que le gaz naturel échouait sous une zone de gap à 3,50. Eh bien, c'est toujours le cas. Il a perdu plus de 2% hier. Il en perd plus de 2% encore aujourd'hui. Et quand on prend les extrêmes en séance, le gaz naturel perd donc 6% depuis avant-hier. Il est donc revenu dans une zone de neutralité entre les 3,10 et les 3,50, c'est-à-dire un gap datant du 28 novembre dernier et un gap d'il y a quelques jours. Donc il est bel et bien contenu entre deux gaps et seule la rupture de l'un des deux sera un signal potentiellement tangible. Je vous parlais du fait que Netflix était à proximité de ses plus hauts historiques en début de semaine. Ses plus hauts, c'était les 133,70, 134 $, plus haut de 2015. On a gapé à la hausse en fait au-dessus de cette résistance hier, mais on a clôturé dessous. Donc attention ici, on a bel et bien marqué un nouveau record historique. Il y a une tentative de dépassement des plus hauts et d'une accélération, mais ça n'a pas pris. Et tant qu'on reste bloqué sous les 134-135, je préfère être prudent car le titre a gagné plus de 25% ces dernières semaines. C'est même... on a gagné plus de 35% ces dernières semaines et depuis octobre dernier, le titre a pratiquement doublé, me semble-t-il. Et puis enfin GoPro, vous pourriez la surveiller, elle est dans un range
neutre à court terme, dans une tendance baissière de moyen terme, mais on avait vu ensemble qu'il y avait une résistance majeure à 9,6 $. Eh bien, on s'en approche, on est à 9,4 $, donc sait-on jamais, surveillons GoPro, faites attention néanmoins à sa date de publication des résultats. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, on note des équilibres globalement, plus forte hausse 1,60, plus forte baisse 1,70. Plus forte hausse du jour, c'est ASML, toute seule, à plus de 6%, donc grâce à des publications supérieures aux attentes au 4e trimestre. Ensuite, on retrouve des titres allemands, et il n'est pas étonnant de voir que l'indice allemand est le plus solide de tous aujourd'hui. Et dans les baisses, que retrouve-t-on ? Eh bien, 80% de valeurs françaises dans les 5 plus fortes baisses. On comprend donc pourquoi le CAC est à la traîne. En effet, comparé avec le DAX, le CAC 40 a une prépondérance en bancaire, et donc quand les bancaires consolident, ce qui est le cas actuellement, eh bien le CAC est plus lourd que les autres. Côté statistique, on a eu l'inflation en ligne avec les attentes en zone euro à 1,1%, l'inflation hors énergie ressort à 0,9% en ligne également. J'attire votre attention une nouvelle fois sur le fait que tout le monde nous parle de inflation énergie compris, en Allemagne, en France, en Europe, et d'une certaine hausse, sauf que, très important, ce ne sont pas les chiffres de l'inflation en Allemagne qui comptent pour la politique monétaire de la BCE, mais bien les chiffres de l'ensemble de la zone. Et alors qu'en Allemagne, on a de l'inflation, en Italie, le mois dernier, on avait encore de la déflation. Deuxième chose, la BCE ne regarde pas les éléments volatiles, elle regarde l'inflation core, c'est-à-dire l'inflation hors énergie, et cette inflation n'a pas bougé d'un iota. Elle est à 0,9%, et ce depuis 12 mois. Donc dans la presse au quotidien, vous lisez attention, l'inflation remonte, donc la BCE va changer sa politique. Non. Demain, Mario Draghi nous annoncera qu'il ne bouge absolument pas du petit doigt. Nous verrons cela en live à 14h15. Aux USA, même chose, l'inflation est ressortie en ligne, l'inflation hors énergie est en ligne à plus 0,2%, et puis la production industrielle US est ressortie en ligne à 0,8%. Le chiffre du jour, c'est 2,15. 2,15, c'est le nombre de milliards de dollars que Goldman Sachs a engrangé en bénéfice net au 4e trimestre 2016, soit 4 fois plus que pour le 4e trimestre 2015. C'est un petit peu particulier car le 4e trimestre 2015 avait été entaché par des provisions, et le 4e trimestre 2016, lui, a été boosté par les activités de trading suite à l'élection de Donald Trump et à la volatilité que cela a engendré sur les marchés financiers. Mais tout de même, notons que Goldman Sachs gagne sur le trimestre plus de 2 milliards en bénéfices donc trimestriels. Donc côté entreprise US, Goldman Sachs, comme je viens de vous le dire, a publié un résultat trimestriel, un bénéfice trimestriel quadruplé sur un an, ses revenus ayant profité de l'envolée des volumes de transactions après l'élection de Donald Trump. Qualcomm est sous pression par la Federal Trade Commission pour atteinte à la concurrence. La société avait déjà été retoquée en Corée, et c'est désormais les institutions américaines qui se mettent sur le dossier. Et puis toujours dans les bancaires, Citigroup a publié un bénéfice net supérieur aux attentes, mais son chiffre d'affaires a tout de même baissé de 18 à 17,01 milliards. C'est sous le consensus des 17,26 milliards attendus. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500, la plus forte hausse d'hier, c'est Noble Energy. Noble Energy, dans les news du jour, je vous en parlais hier, elle faisait une acquisition d'un de ses concurrents pour 2,7 milliards de dollars. C'est donc tout le secteur énergétique qui a tiré à la hausse, PVH Corp et Energy. Et puis dans les plus fortes baisses, Region Financial Corp, Navient Corp, Comerica Incorporated, ce sont que des sociétés bancaires ou spécialisées dans les prêts. Le secteur bancaire ayant été sous pression hier aux États-Unis, eh bien, ce sont ces sociétés-là qui ont le plus fortement baissé dans le S&P 500. Voilà donc pour ce tour d'horizon des marchés, peu de volatilité, peu de décalage puissant, des indices toujours dans des zones d'incertitude, un VIX très bas corroborant tout de même les tendances haussières et des marchés globalement soutenus. Sur les monnaies, comme je vous le disais en introduction, ça reste un petit peu brouillon, et Donald Trump devrait nous donner le tempo vendredi lors de son investiture, espérons-le. Et puis concernant les matières premières, on a l'or toujours dans une tendance haussière, attention au pétrole qui est sur un pivot clé à 51,40, quant au riz qui est repassé de 9,15 cents à 9,85 cents, il tape sur une résistance clé à 9,85, les plus hauts des 2 derniers mois.
en cas de cassure, une tendance haussière pourrait naître pour la première fois depuis 3 mois sur les cours du riz, donc à surveiller. A contrario, si on ne passe pas, la neutralité prévaudrait. Voilà, sur ce, c'est la fin de ce point de marché. Marc me dit vivement vendredi que tout s'active. Effectivement, Marc, je suis comme vous dans l'attentisme. Je continuerai donc de vous publier les résultats des entreprises américaines, les statistiques, tout ce qui est news, etc. Sur mon compte Twitter tout au long de la journée. Vous avez les émissions en replay sur notre site internet. Je vous souhaite à tous un bon trading, une très bonne soirée et je vous dis à demain 10h pour la matinale, 14h15 pour le live BCE et 15h45 pour le quart d'heure US. Au revoir à tous.